C'est l'histoire d'un mal-aimé. L'un de ces vins voués aux gémonies par les critiques. Un petit vin de Provence. Jusqu'à ce qu'il rejoigne la cour des grands. Il fallait être en Californie, dans mon pays, pour s'en rendre compte. Par un après-midi de juin, à l'arrière d'une villa de Santa Monica, un ami, passionné de vin, nous conviait à une garden party en très bonne compagnie. Producteur de cinéma à Hollywood, importateur de vin à Los Angeles, agents immobiliers, éditeurs, tous devaient se plier à une seule règle, boire du rose. Vous connaissez Françoise? Parole de Française, autant de beau monde pour un tournoi de rosé, ce vin si mal aimé en France, on n'y aurait jamais cru. Parole d'Américain, même Dan s'est fait surprendre par son propre jeu. Il y a 20 ans environ, j'ai invité un groupe d'amis à boire du vin sans trop y réfléchir, juste pour le plaisir. La seule façon de s'y prendre était de choisir la seule catégorie de vin qu'on ne prenait pas au sérieux. Et à l'époque, c'était le rosé. Et maintenant, tout le monde aime le rosé. Et le choix est devenu énorme. Parmi les amis de Dan, il y en avait certains qui étaient prêts à nous faire goûter quelques trésors de leur cave personnelle. Ça, c'est vraiment une licorne. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous en voyez souvent, vous, des licornes? Jamais. Ben voilà. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est un grenache rosé de 2011. Donc, du rosé. Un vin rosé considéré comme un grand cru qui peut vieillir, là non plus on n'y aurait jamais cru. C'est un 2010. Et le cépage, c'est du Tibourin. Fallait-il donc être en Californie pour apprécier la troisième couleur et se défaire des préjugés français? C'est vrai, c'est chez nous que des critiques très sérieux ont fait entrer pour la première fois un rosé dans le classement des 100 meilleures bouteilles du monde. Ce vin, c'est celui du domaine de Brad Pitt et Angelina Jolie, mais c'est aussi un vin français. Encore une histoire comme on les aime à Hollywood, non? Un couple de stars du cinéma, les plus grandes stars au monde, ont acheté un domaine en Provence. Comme ils avaient de la place pour exploiter la vigne, ils sont allés voir l'une des plus grandes familles de Châteauneuf-du-Pape et leur ont dit « Nous voulons un vignoble. Dites-nous comment nous y prendre et on se lance. » Alors ils ont développé leur production avec un marketing d'enfer. Les gens ont goûté leur vin, ont aimé et, bien sûr, n'en sont pas restés au Miraval et sont allés vers d'autres rosés. Le rosé, ce n'est donc pas qu'une folie de Hollywood. Car sinon, comment expliquer que depuis 10 ans, partout dans le monde, alors que la consommation et la production de tous les autres vins reculent, celle du rosé augmente? Ce serait plus de 25 millions d'hectolitres chaque année, l'équivalent de 330 millions de bouteilles qui abreuvent nos cavistes ou vos supermarchés. Et devinez quoi? Une bouteille sur 4 vient de chez vous. Ah oui, effectivement, nous sommes les premiers producteurs mondiaux. Et nous sommes aussi les premiers consommateurs mondiaux. 9 Français sur 10 boivent du rosé, presque 25 bouteilles par an chacun. Certes, moins que les rouges, mais plus que les blancs désormais. Anne, pour un vin mal aimé, vous avez une drôle de façon de le détester. D'accord, Ken. Quelque chose a bien changé dans le monde du rosé. La qualité? Le goût? La couleur? À moins que ce ne soit dans celui du vin en général. Nous aurions changé les critères d'un bon vin? Peut-être qu'il suffisait de changer de couleur pour mener la révolution de nos palais. Partir, c'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins prisonniers toute l'année de leurs tâches, de leurs soucis, des conventions. Les vacances. C'est vous qui les avez inventées, ça c'est vrai. Mais revenons aux origines du rosé. Vous dites qu'il est né en Provence à cause des vacances? On raconte qu'avec l'introduction des congés payés en 1936, de nombreux Français ont découvert là-bas les bonheurs de la mer et du vin rosé local qui l'accompagnait. De retour chez eux, Parisiens, Lyonnais et autres citadins auraient demandé à le retrouver au bar d'à côté. Mais à l'époque, les vins résistaient mal au transport, sauf à leur ajouter une bonne dose de sulfite, responsable de migraines mémorables.
Malgré les progrès de l'œnologie, cette réputation détestable reste vivace pendant de longues années, n'est-ce pas? Aussi, dans les années 80, quand Françoise Régor, ancienne attachée de presse du milliardaire Onassis, s'entiche des vignes de son nouveau mari, il lui faut trouver une stratégie qui révolutionne la communication autour du rosé. Le rosé n'avait pas une image haut de gamme. C'était le petit vin foncé à la vendange. On mettait le raisin qui était pourri, on le mettait pour le rosé. C'était la mentalité provençale. On faisait du rosé avec les raisins pourris. En 1987, Françoise reprend alors avec une dizaine d'amis vignerons l'idée d'un Américain. Oh, encore un compatriote dans cette histoire. C'était un Américain qui était skipper et qui a dit la route du rhum. Pourquoi pas la route du rosé? Chaque producteur de rosé paye 50 000 francs et fait escorter ses bouteilles en voilier de Saint-Tropez jusque dans les hôtels de Saint-Barth. Je pense que ça a eu une influence énorme sur le marché du rosé américain. Donc nous avions déjà un temps d'avance sur les sommeliers français pour apprécier les grands crus de rosé? On ne nous prenait pas du tout au sérieux. D'abord, les sommeliers, il y en a encore, hein. Ils disent que c'est pas du vin, le rosé. Alors que le rosé est devenu une référence dans le monde, et même chez vous. Suivant le modèle de la Provence, ce sont toutes les régions de France qui augmentent leur production. Mais les préjugés passent et ne se ressemblent pas. Le rosé serait un simple mélange de blanc et de rouge, alors que la pratique est totalement interdite en Europe. Un vin de femme ou de jeune, alors que les hommes s'y mettent aussi. Au mieux, une boisson de l'été sans grande qualité à boire très fraîche, alors qu'on devrait déguster ce vin entre 8 et 14 degrés. À l'image de Françoise, ils sont donc encore nombreux aujourd'hui à batailler pour faire admettre leur rosé dans la communauté des grands vins. Voici Audrey Bassineau, 34 ans, 5e génération du nom, et première vigneronne à la tête du domaine familial de 50 hectares. Alors, Audrey, le rosé, c'est bien du vin? Déjà, au niveau de la vigne, que ce soit rouge, rosé, blanc, c'est le même travail. Le but, c'est d'avoir une vigne en forme et des baies le plus qualitatives possible. Et après, par contre, en vinification et en cave, je dirais même que non seulement c'est un vrai vin, mais en plus, c'est le plus dur à faire. Pour faire les 3 couleurs, c'est le plus dur à faire. Il ne suffit pas de mélanger du vin blanc et du vin rouge? Non, souviens-toi, cette pratique est totalement interdite en Europe. Alors, d'où vient la couleur rose du rosé? Les raisins ne sont pas roses à l'origine? Le rosé est fait à partir de cépages blancs, 20% maximum, et surtout de cépages rouges. En Provence, ce sont des cinsault, syrah ou grenache. Voilà, pellicule noire et pulpe blanche. Mais tu auras beau presser les raisins, le jus sera toujours blanc. Il ne se colore qu'au contact de la peau au moment de la macération, souvent de quelques heures, le temps qu'ils deviennent roses. Et si l'on n'avait pas retiré les pellicules noires du pressoir, le jus serait devenu rouge, comme lors de la fabrication d'un vin rouge. Ok, d'accord. Le rosé, c'est un procédé bien différent des autres vins. Mais fait-il pour autant partie des plus grands? Luc Nivière, ancien marin-pompier, a succédé à la tête de l'exploitation familiale il y a 15 ans. Déjà, qu'est-ce qu'un grand vin? Ça veut dire quoi, un grand vin? Si on compare au Grand Rouge... Est-ce que c'est un grand prix financier? Est-ce que quand s'il est cher, c'est un grand vin? On peut faire, hein? Il y en a en Provence qui savent vendre des rosés très très chers. Non, l'essentiel c'est d'être un vrai vin, c'est-à-dire un vin de qualité, tout simplement. Ah, la qualité, un bien grand mot. Si on s'en tient d'abord à certains critères techniques du vin, le rosé a à peu près le même taux d'alcool ou de sucre ou de sulfite que les autres. Là où il se différencie, selon Luc, c'est lors de l'assemblage, en plein hiver, quand il trouve son goût et sa couleur. Luc a choisi pour maître des cérémonies un œnologue. Et en plus de ses 2 ouvriers agricoles, une conseillère avisée en la personne de sa femme. Quand on fait les assemblages, on accouche de notre bébé.
On a toujours le dilemme entre le produit qui nous plaît à nous et le produit qui plaît au consommateur lambda. Nous, on est des professionnels, on a nos goûts propres, on a le goût d'un professionnel. Le consommateur lambda, qui soit sur la Côte d'Azur ou à Paris, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas la même température, on n'a pas les mêmes habitudes gustatives, on ne mange pas pareil, donc il faut que ça plaise à tout le monde. Pour trouver la bonne formule, Luc et son équipe travaillent à partir des jus de raisin fermentés dans ces cuves, qui correspondent chacun à des parcelles et des cépages différents. Ils ont prélevé des échantillons qu'ils testent, dégustent et s'amusent à combiner à petite échelle. Sur la 2, on avait quoi? Sur le 2, on avait 2 de GV87G, 23 de C4. Après de multiples équations et en fonction des volumes disponibles, ils élaborent 3 gammes de rosés, du moins cher au plus cher. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un chouïa, il faut... Je sais pas. Ouais, il y a un truc. Un chouïa. Pas beaucoup. Là, on est trop en puissance, c'est trop... Oui, mais... Tu veux plus de finesse? Bon, alors là, vous n'êtes pas d'accord, il faut que vous mettiez d'accord. Ce qu'il faut voir au final, moi, je vous aide sur le choix de ce qui est le plus harmonieux, le plus évident quoi, entre les deux. Pour l'instant, là, je pencherai un peu plus sur le 2, mais on va le refaire. La première impression, quoi. Il faut rester sur la première impression. Oh, un vrai casse-tête de deviner le goût du consommateur lambda. Et aussi de deviner la couleur qui lui plaira. Car à la différence du rouge ou du blanc, c'est une préoccupation chez les producteurs de rosé lors de toutes les étapes de la vinification. On a des cépages comme le cinsault qui sont par nature très clairs. Et donc c'est pas on fait le vin et puis on verra la couleur au final et puis on va bidouiller pour que ça soit clair. Non, c'est depuis les cépages que l'on plante qu'on travaille cette couleur en fait. 116, 155. Alban Cacaré, qui a repris la gestion du domaine depuis que son oncle l'a racheté il y a 15 ans, invite toujours Françoise à ses assemblages. Elle qui depuis longtemps faisait des rosés clairs. 200 hectos. Un peu de poudrée. Et qui aujourd'hui plaisent tant aux consommateurs. Mais alors, dites-moi, entre la couleur et le goût, qu'est-ce qui est le plus important dans le rosé? C'est pas la couleur qui prédomine, mais c'est un élément dont on est obligé de tenir compte. Parce que c'est effectivement le premier contact que vous avez avec le vin, que vous le vouliez ou non, c'est la couleur. Et vous ne pouvez pas vous passer de cette couleur. Il faut réussir la couleur du vin pour faire la première démarche et dire tiens, je vais goûter ce vin parce que déjà la couleur me donne envie de le goûter. C'est tellement important en rosé que... Puis en rouge, les nuances sont quand même moins marquées. Surtout quand on achète une bouteille de rouge, en plus souvent le verre est vert, donc déjà on voit un peu moins la couleur et puis les différences sont moins marquées. Je voulais vérifier les couleurs. Ah, c'est bon? Mais c'est... Quel est le château? Ouais. Moi, je vois que celui-ci est plus soutenu. Oui. Il est plus éclatant. Rose presque bleuté un peu là. Oui, il y a plus de bleu dedans. Ouais, effectivement. Et après filtration, le château va être hyper clair, c'est parfait. Ok. L'obsession de cette couleur qui doit donner envie. Il y a comme un doute qui s'installe. Est-ce que la couleur rose influence le goût? C'est l'une des hypothèses du Centre de recherche et d'expérimentation sur le vin rosé, financé en partie par les vignerons. On a fait travailler des sémiologues, des sociologues sur ces questions-là. Cette couleur rose qui est associée au vin rosé, elle est positive dans l'esprit des gens. Elle inspire deux choses, le décalage et l'affection. Alors en effet, décalage, le rosé est un peu à la périphérie du monde du vin. Il a sa place très très particulière, un peu décalée par rapport au rouge et au blanc. Et puis l'affection, on sait que c'est le vin des copains, le vin des amis, le vin de l'amour. Bon, pour son étude en cours sur les goûts du Grenache, un peu moins dans l'autopromotion celle-là, Gilles Masson a finalement fait déguster à l'aveugle 2 couleurs différentes. Oh, l'une était beaucoup plus foncée que l'autre. Cela aurait-il changé notre façon de l'apprécier? Quand on a un vin qui est très coloré, on va imaginer qu'il est très vineux, qu'il va être peut-être alcoolisé ou riche. Au contraire, quand on a un vin qui est très léger, on va penser qu'il est fluet, qu'il est aérien, qu'il est fin. Et parfois, c'est juste et parfois, c'est faux. Donc, il faut vraiment de l'objectivité dans notre métier de scientifique. On doit regarder tout ça indépendamment. Le plus clair n'est donc pas forcément le meilleur. En effet,
Et pour référencer de manière objective toutes les couleurs des vins rosés dans le monde, les chercheurs ont mis au point un nuancier. Du plus foncé, typique des rosés de Bordeaux ou de la Loire, au plus clair, typique de la Provence. Du plus rouge au plus jaune, finalement. Sauf qu'ici, on dirait pomelo ou groseille. Ah, vous êtes drôles, les Français. Vous utilisez des fruits pour décrire des couleurs et vous dites que la couleur n'a pas de goût? Non, la couleur ne donne pas le goût, ce sont des choses bien différentes. Mais il y a toujours un registre fruité qui tourne autour de ces rosés, qui est plaisant. C'est la raison pour laquelle on a choisi des noms de fruits pour donner des noms de couleurs à ce nuancier. Moi, je reste sceptique. Mais bon, admettons que la couleur ne donne pas le goût. Qu'est-ce qui fera le bon goût du rosé, puisque vous dites que c'est un vin différent? À Cannes, c'est l'occasion de poser la question lors du concours mondial du rosé qui réunit chaque année plus de 70 œnologues, de 18 nationalités différentes, prêts à décerner quelques 400 médailles à plus de 1300 vins anonymes. Lisette 78, Choukri 83, moi 76 et Marie-Hélène 82. Gilles 63, Zoltan 83, moi j'ai mis 78. Voilà, l'amertume plus l'acidité. J'ai une finale en fait qui reste, qui est vraiment très désagréable. J'ai trouvé que le sucre était un peu trop présent pour en faire un vin équilibré. Moi je marque un peu cacahuète. Oui. Nous, en tant que dégustateurs, en fait, on ne juge pas le vin par rapport à ce qu'on cherche, nous, pour notre consommation, par rapport à un profil qui répond à un potentiel commercial, quoi. Un vin plus universel. La médaille gage de bonne vente est elle aussi gage de bon goût. Un statisticien américain a démontré que 9 jurés sur 10 se déjugent lorsqu'on leur présente 3 fois le même vin anonyme lors de la même dégustation. Et c'est une étude sérieuse, répétée pendant 10 ans. Les scientifiques ont beau remettre en cause régulièrement la fiabilité des jurés, rien n'y fait. Un vin avec médaille se vendra toujours plus qu'un vin sans, et ce partout dans le monde. Mais parfois, il y a des résultats qui peuvent surprendre, comme lors de cette dernière série dégustée. Bon, et vous, qu'est-ce que vous racontez? L'angosha. L'angosha? Ouais. Leur couleur pâle peut laisser penser qu'on est proche de la Méditerranée. On est en Corse. Corse. Moi, je ne sais pas si c'était si soleil que ça, parce que vu les notes qu'on a mis, il manquait quand même beaucoup de choses. C'était décevant? C'était... Alors, on était un peu perturbés par les couleurs. Trop pâle? On a eu des couleurs très très pâles. Ouais. Très très pâle. Non, l'angosha. Bon. Et alors, vous avez donné beaucoup de médailles. Qu'est-ce que vous avez fait? 2 médailles? 2 médailles larges. C'est pas très généreux. Bon, alors, vous étiez tous sur le même pays? Probablement, oui. Tout sur la même région. Et c'était tout des côtes de Provence. Voilà que des rosés de Provence, à force d'avoir joué de leur couleur claire, en auraient perdu leur goût. Pour s'y retrouver, il fallait faire appel à un gastronome. Oui, mais quel sommelier en France prendrait le rosé au sérieux? Avec tout ce qu'on va s'enfiler aussi. Franck Thomas est une perle rare. Ah bah si, il faut y penser, c'est important. Il faut dire que ce meilleur sommelier d'Europe vient d'Antibes. Et la philosophie du domaine, c'est quoi? Et qu'il aimerait bien casser les préjugés autour du rosé, l'éternel compagnon des barbecues ou des apéritifs. Mais pour moi, le rosé a gagné ses lettres de noblesse. C'est aussi un grand vin de gastronomie. Moi, j'ai un grand souvenir comme ça, avec une tartine de pain, toute simple, du Roquefort Papillon, avec un bandol rosé qui avait quelques années. Mais qui aurait cru que je me serais éclaté avec du bandol rosé? C'était juste parfait. Donc comme quoi, on peut faire rosé et fromage. Rosé et fromage? Ce Franck me paraît bien iconoclaste. Eh bien oui et non. Puisque sentant l'engouement de certains gastronomes pour le rosé, une chaîne de distribution bretonne lui a demandé de repérer les meilleurs crus parmi les 120 millésimes présentés ce jour-là. Quand vous faites un vin, c'est quoi votre idée? Moi, mon idée, c'est que le vin soit le reflet du terroir, que ça exprime le terroir. Que ce soit un vin avec une personnalité, en fait. Alors, donc ça, c'est notre vin de pays, ça, c'est de l'Uni avec du cinsault, un peu plus de corps, un petit peu plus d'épices. Ah, c'est fermé, hein. Encore, ouais. Et là, je sais pas s'ils sont pas trop froids aussi, là, maintenant. Ça va. C'est plus ouvert, c'est plus aromatique, c'est plus élégant. Grenache, cinsault et syrah. C'est beaucoup plus féminin. C'est facile, c'est acidulé. Ouais. C'est un vrai rosé de soif, quoi.
Ça plaît beaucoup, ça. C'est là où c'est important de ne pas forcément toujours être dans la réponse du marché. Et si le client il a envie que de rosé techno, à la limite, il n'a pas besoin de nous, quoi. Je veux dire, il va tout seul, il achète son rosé et voilà. C'est quoi un rosé techno? Un rosé techno, c'est un rosé qu'on ouvre et c'est un rosé qui sent le bonbon, c'est un rosé qui sent la bouteille de parfum. Voilà, qui sent plus le parfum que le vin. Comme je dis, dans les arômes du vin, c'est assez rigolo, mais des fois, il faudrait peut-être dire que ça sent le raisin. C'est tout bête, mais ça marche. Il y en a beaucoup des rosés techno, là? Il y en a quelques-uns. Ouais. Il y en a quelques-uns. Enfin, ici, on a une représentation de tout ce qui se fait. Donc, il y a des rosés qui sont très commerciaux, il y a des rosés qui sont très terroirs, il y a des rosés entre les deux. Et nous, on essaye de trouver ce qui nous plaît. Et le rosé techno, c'est le rosé commercial ou pas? Ça se rapproche, ouais. Ça se rapproche. Si on devait comparer ça, c'est de la nourriture un peu entre guillemets industrielle, quoi. C'est une nourriture qui n'a pas d'âme. Ce jour-là, il y avait les nouveaux millésimes d'Audrey, de Françoise et de Luc. Mais perdus dans la masse, notre sommelier ne les avait même pas remarqués. Ou peut-être le prix de Franck était-il trop bas pour un grand vin? Ça dit quoi en tarif professionnel, chère madame? Vous êtes caviste. Sur les AOP classiques à 4,60, l'osé à 5,50. Il est vrai que les Bretons demandaient à Franck de sélectionner les rosés qui seraient vendus à moins de 10 € dans leur magasin. Et avoir un grand vin pour un petit prix, c'est possible, monsieur le sommelier? On peut avoir des grands vins à 5 € comme à 25, comme à 50. Le prix du vin, pour moi, c'est absolument pas lié. Enfin, la qualité du vin n'est absolument pas liée à son prix. C'est une notion d'émotion directe. Et c'est toujours aussi cette notion quand on parle d'un grand vin. Un grand vin, pour moi, c'est pas forcément... Il y a beaucoup d'experts qui disent un grand vin, c'est un cru classé, le prestige, le prix, la notoriété, la rareté. Moi, je dis le grand vin, c'est j'ouvre la bouteille, je le goûte, je le sens et ça me fait vibrer. Et après, finalement, il y a énormément de consommateurs ou d'amoureux du vin qui n'ont pas la connaissance technique du vin, mais quand ils boivent du vin, ils vont se faire plaisir, ils vont avoir une vraie émotion. Pour moi, ça, c'est la définition d'un grand vin. Si le rosé peut désormais être considéré comme un grand vin en Provence, cet engouement a un prix, celui de la terre. Depuis 5 ans, Audrey Bassineau, qui a racheté quelques hectares pour agrandir la propriété familiale, a vu arriver des grands noms. Des Bordelais comme Bernard Magret aux 41 domaines dans le monde, ou les frères Castel aux 600 millions de bouteilles, Gérard Bertrand du Languedoc. Et bien d'autres encore. On avait Brad Pitt, hein. Donc bon, on a des gens qui viennent vraiment d'autres pays, d'autres cultures. Après, c'est sûr qu'il y a aussi il y a des champenois, hein, il y en a qui sont tout près d'ailleurs, il y a des voisins. Il y a des champenois avec, en plus de leur vignoble en Champagne, qui ont voulu développer aussi un vignoble en Provence. Il paraît qu'en 10 ans, le prix des plus grandes propriétés viticoles ici a été multiplié par 10. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les jeunes agriculteurs, hein, puisqu'on est plusieurs sur le terroir, c'est compliqué. Moi, j'avais la chance que mes ancêtres aient pu développer suffisamment pour que je puisse faire mon domaine, mais j'ai des collègues qui ont que peu d'hectares et qui ne peuvent pas faire de cave, qui voudraient se développer, mais face à de gros investisseurs, c'est même pas qu'ils ont du mal, c'est que c'est carrément impossible. La révolution du rosé fait donc entrer Audrey dans une nouvelle ère, celle de la guerre commerciale. Et il lui faut batailler à un niveau mondial désormais. C'est étonnant, mais c'est en Allemagne que se tient le plus gros salon international du vin. Agents, acheteurs, distributeurs, importateurs, le rosé est devenu leur grand espoir. C'est l'un des rares dont la consommation mondiale progresse. Plus 20% en 10 ans et plus 50% rien que l'année dernière aux États-Unis. Même le plus gros distributeur chinois s'est lancé il y a tout juste 2 ans. Il a fait appel à un œnologue autrichien. Les Chinois boivent aussi du rosé? Non, pas encore. Mais ce qui est intéressant autour des bons vins, et ce sont les études du marché qui nous le disent, c'est que les femmes, et surtout les jeunes femmes, se portent de plus en plus sur les blancs, mais aussi sur les rosés. Alors d'accord, la Chine, c'est du rouge à 90%, mais c'est sûr, il y aura là-bas un boom du rosé dans les prochaines années. Parce qu'il passe très bien, en toute occasion. On n'a pas besoin d'être expert pour l'apprécier. Ça fait un tout. Et en plus, ça fait très chic de boire du rosé, non? Il y aurait donc bientôt des clients chinois pour Audrey? Pour l'instant, l'Allemagne reste l'un des plus gros importateurs de rosé de Provence après les États-Unis. C'est la première fois qu'Audrey démarche à Düsseldorf.
elle a fait appel à un agent. Cinsault. Syrah, Cinsault, Grenache, égale proportion. Très agréable. Avec un bon équilibre, hein? Ça peut se boire seul. Imaginez en été, fantastique. Été, terrasse, apéro. Le préjugé du rosé arrange quand même bien les affaires ici. Ce vin-là peut très bien marcher à l'international, parce que c'est un vin sec. Et comme toujours, c'est ce que les consommateurs recherchent, des vins secs. Mais en même temps, il faut que ce soit rond et agréable. Et c'est exactement le cas pour ce vin. Quel est le prix final pour le consommateur en France pour ces vins? Autour de 15 €. Ce vin? Et celui-ci? Et lui, c'est dans les 10. En Allemagne, le marché pour le rosé, au-delà de 10 €, ce n'est pas très facile. Vous le savez déjà. Je pense que la tendance à la hausse est là. Mais nous avons besoin de plus de temps pour expliquer ces prix. Il est difficile de vendre du rosé aux cavistes à 12, 15 €. Ce n'est pas si facile. Audrey est face à un dilemme. Le prix de son rosé étant jugé trop élevé pour l'export, ne devrait-elle pas regarder ailleurs? Peut-être que dans mon pays, elle aurait plus de chance, car là-bas, il y a des légendes qui se permettent de vendre des bouteilles à plus de 20 €. Audrey avait entendu parler d'une star provençale aux États-Unis. Ce n'était ni Angelina Jolie, ni Brad Pitt, mais Sacha Lichine, un Bordelais reconverti dans le rosé au même moment qu'eux, écoulant là-bas sa première cuvée à plus de 25 millions de bouteilles. Un autre verre, Tom. Alors, la différence, c'est que ça, c'est 30 à 50 années d'âge, Rock. Whispering, qui est plus le traditionnel, le classique de ce que fait la Provence. C'est un peu différent. Alors, ce sont, au fait, 4 vins qui sont complètement différents, à 4 prix totalement différents. Sacha Lichine, lui, ose afficher des prix pour sa cuvée de prestige allant jusqu'à 100 $, les 75 centilitres. Ah, ben, c'est un prix qu'on a établi, qu'on n'a pas changé depuis le début. Il a toujours été établi un prix. Aujourd'hui, on fait plus de 25-30 000 bouteilles. Elles sont tous à peu près vendues. C'est un produit qui est très demandé. On a eu 20 sur 20 là, par les critiques anglais là, récemment qui nous ont donné, qui n'avait jamais été fait sur un rosé. Et d'ailleurs, 20 sur 20, je n'ai jamais eu en classe non plus. Alors c'était la première fois que j'ai eu 20 sur 20, j'étais très content. Monsieur Lichine est ainsi l'inventeur du rosé le plus cher du monde. En parfait connaisseur, il avait su demander conseil aux sommeliers les plus influents. Gérard Marjon de chez Ducasse, qui est le grand sommelier à Paris, quand il a commencé à goûter ça, il m'a regardé, il m'a dit il faut vendre ça comme des grands blancs. À la limite, parce qu'il m'a expliqué que les gens ont l'habitude de payer plutôt des sommes assez considérables pour du Montrachet, pour des Chassagnes, pour des Cortons Charlemagne, pour des grands blancs. Alors il me dit il faut le vendre comme un grand blanc, et il faut que ça soit aussi pâle que possible, avec une petite hue de couleur, mais qui reste dans l'esprit pour les sommeliers au moins. Parce que vous savez, pour les gens, pour les sommeliers du rosé, c'est pas du vrai vin, ils vous rigolent au nez. Il y a des œnologues, même à Bordeaux aujourd'hui, qui viennent en Provence pour faire du blanc et du rouge et qui refusent de faire du rosé parce qu'ils disent que c'est le Coca-Cola du vin. Moi, je dis plutôt qu'ils ne savent pas le faire. C'est plutôt ça. Ah, on avait appris que la couleur ne faisait pas le goût. Mais là, elle ferait le prix quand même. Il faut peut-être revenir sur cette question de la couleur et la soumettre à quelques scientifiques indépendants. Juste un petit commentaire. Il faut essayer de ne pas catégoriser trop vite avant de décrire. Votre cerveau, c'est... Hein? Ouais, des fois, il joue des tours. Chaque année, au sein de l'Institut de la vigne et du vin, un chercheur en analyse sensorielle prend ses étudiants comme cobayes. Sans rien leur dire au préalable. Je vous sers un petit canon. Cela fait partie de l'apprentissage sur le vin et du diplôme technique d'œnologie. Première dégustation autour d'un rosé. On va faire une petite liste des descripteurs entre tous.
Alors, qui se lance? Pamplemousse. Fruits exotiques, fruits exotiques. Fraise tagada. Fraise tagada. Est-ce que c'est un sirop de grenadine, par exemple? Non. Donc je mets fraise tagada. Troisième dégustation, autour d'un blanc. Agrumes, citron. Citron vert ou citron? Citron vert. Banane Haribo. Elle a trouvé la banane Haribo, lui il a trouvé les melons pas mûrs. Ils font ce qu'ils veulent. Ah mais vous êtes des tyrans là. Jordi Ballester avait en fait piégé ses étudiants. Il leur avait proposé 2 versions d'un même vin blanc, dont la première avait été colorée par une légère touche rosée inodore et neutre pour le goût. Personne n'avait su déceler la tromperie. C'est ainsi que la couleur rose avait induit certains descripteurs inhabituels pour un blanc. La vue, je vous avais dit là, ça voyage à la vitesse de la lumière et elle est processée très 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 vite dans votre cerveau. Donc tout de suite, vous avez une prédisposition à aller chercher un certain type de descripteur dans votre vin. Ce qui vous a légèrement amené vers des fraises de bois, fraises tagada, peut-être framboise. Voilà. Mais ce qui m'a plutôt choqué, c'est la dégustation, où j'ai pas eu du tout les mêmes sensations à la dégustation, quoi. Et ça j'en suis surpris, quoi, parce que finalement, si, comme tu disais, l'amertume, ça, oui, on le retrouvait. Mais c'est marrant parce qu'il y en a un, je trouvais que, voilà, il était plus court en bouche, alors que c'est le cerveau, je pense, c'est un peu formaté. Et là, on a été complètement paumé. Passer du pamplemousse au fruit rouge, c'est vrai que normalement, dans un vin, c'est soit fruit rouge, soit agrumes, les deux ensemble. On s'est bien fait piéger, ouais. Finalement, n'y aurait-il pas un certain plaisir à se faire tromper par nos sens quand on boit du rosé? Ou même du vin en général? Après la couleur, il nous faut maintenant comprendre l'influence du prix. Nous avons fait cette expérience avec du chocolat, de l'eau, des milkshakes et toutes sortes de choses. Car nous avons en général cet a priori qu'un prix supérieur signifie une qualité supérieure. Souvent on se dit « Oh mon Dieu, ça doit avoir un goût incroyable si ça vaut 90 $. 90 $, c'est presque le prix du rosé de Sacha Lichine. Lors de sa dernière expérience menée en Californie, Hilke Plasman, experte en neuromarketing, a fait déguster à des cobayes des vins différents. À l'aide d'un scanner, elle a réussi à déterminer ce qui se passe dans leur cerveau quand on leur annonce le prix. À leur insu, le vin à 90 $ était le même que celui à 10 $. Cette zone ici, appelée le cortex orbitofrontal, est plus active quand le vin est proposé à 90 $ par rapport au même à 10 $. Donc, quand les gens disent qu'ils préfèrent le vin à 90 plutôt que celui à 10, c'est parce qu'ils le ressentent réellement quand il est plus cher. Les régions du cerveau qui analysent le plaisir du goût leur disent que celui à 90 est meilleur. Attendez, pardon. Cela veut dire que... Que le vin de Sacha Lichine à 90 $ pourrait être mauvais. Mais que le prix le rendrait agréable? Bon, en fait, non. Une collègue de San Diego a répété l'étude en utilisant des vins d'un même cépage, mais aux qualités très différentes. Alors elle a regardé ce qui se passait pour ce vin très mauvais. Et elle s'est aperçue qu'un prix de vente élevé avait l'effet inverse. Quand les consommateurs sentent qu'on les trompe, ils se disent « Oh mon Dieu, c'est vraiment pas formidable ». Cela signifie qu'il faut tout de même vérifier la qualité, mais pour une gamme de vins semblables, le prix peut faire la différence et jouer sur la satisfaction du consommateur. C'est quand même une bonne nouvelle pour les consommateurs, parce qu'autrement, cela signifierait qu'on pourrait fabriquer de mauvais produits, mettre un prix élevé dessus et se faire beaucoup d'argent. En fait, ce n'est pas le cas. Parole d'Américain, je suis rassuré. Celui qui vend le plus de rosé dans mon pays offre quand même une certaine qualité. Parole de Française, si on m'avait dit qu'on pouvait vendre du rosé à 100 $ comme un grand cru, je ne l'aurais jamais cru. Maintenant, je ne demande plus qu'à te croire. Il est temps de partir en Californie, dans mon pays. Il faut aller rencontrer Jeff, un ancien critique de vin. Il a monté son chai urbain en plein centre de Berkeley. C'est un personnage dans notre monde du rosé. Je suis aussi l'ancien roi du rosé.
Ah, c'est vous? Oui, c'était moi. Ce n'est plus moi, mais c'était moi. Et aujourd'hui, je déguste mon Zinfandel rouge, mais je fais aussi du rosé avec le Zinfandel ici en Californie. Jeff, c'est un peu un prédécesseur de Sacharichine. En 2000, c'était le premier chez nous à se spécialiser dans le rosé. Et s'il parle aussi bien le français, c'est qu'avant d'être critique ici, il était musicien à Monaco et très fan des rosés de Provence. Je voulais faire quelque chose pareil, quoi. Quelque chose de très spécial, mais rosé. Et voilà, j'ai fait ça pendant 8 ans. Et chaque année, il y avait plus de gens qui faisaient du rosé. Donc au début, c'était bien, parce qu'il n'y avait que moi. Mais après, il y avait tellement de compétition, de concurrence, que finalement, j'ai échoué. Vous aviez commencé trop tôt? Peut-être. Ça, c'est le problème quand on est génie. Mais alors, Jeff, comment faites-vous votre rosé ici? C'est très simple. On charge le raisin par le haut, il s'entasse jusqu'à cette hauteur. J'ai un filtre à l'intérieur de la cuve. J'ouvre la valve et le jus s'échappe. On raccorde un tuyau ici jusqu'au tonneau. On en remplit 2, 3, 4 ou 5 à partir de ces cuves. Environ 5 à 10% de ce volume devient du rosé. Et quelques semaines plus tard, c'est prêt. Ah, tout paraît si simple avec vous les Américains et votre rosé de saignée. Mais le rosé de saignée, c'est une vieille technique encore utilisée dans certaines régions de France, comme à Bordeaux. Ah, d'accord. Mais ce rosé-là semble plus fruité, moins minéral, plus rouge que les rosés clairs de Provence. Les Français pensent que les rosés plus clairs sont meilleurs que ceux plus foncés. Mais c'est totalement ridicule. On ne boit pas de la couleur. Vous m'entendez, les Français? On ne boit pas de la couleur. Ce qu'on boit, c'est le goût, l'arôme. Voilà ce qui compte. Pas rancunier, Jeff nous promettait de mener une petite révolution sur nos préjugés français. Il nous emmène en visite dans les vignobles de la Napa Valley. De grands noms se sont installés ici pour rivaliser avec les meilleurs crus européens et sont devenus des empires, comme fut le célèbre Robert Mondavi ou le cinéaste Francis Ford Coppola. Il y a aussi la dynastie des Trinchero. Roger nous reçoit dans le dernier vignoble qu'il vient d'acheter. Cette parcelle ici, qui fait le tour de notre chai, on l'appelle le vignoble de Mario, du nom de mon père. Il y a aussi notre BRV, des initiales de Bob, Roger et Vera. Ça, c'est ma génération. La famille Trinchero est en réalité la 4e fortune du vin aux États-Unis, acquise grâce à du rosé. Tout commence par un coup du hasard sur un jus de saignée d'un cépage rouge de Zinfandel laissé dans un coin. En 1975, on a eu un arrêt de la fermentation qui a laissé le rosé avec 2% de sucre résiduel. On a eu ce vin légèrement sucré à la robe rose. Au lieu de le jeter, on l'a goûté. Et on l'a trouvé très bon et on a essayé d'en produire plus. Ça a fait boule de neige. On a écoulé le stock presque instantanément. Et les grossistes, les revendeurs, les clients, tout le monde en redemandait. Et on s'est mis à doubler la production chaque année. En 1987, on produisait plus de 36 millions de bouteilles de White Zinfandel. Et on avait commencé au début des années 70 avec à peine 3000 bouteilles. Quand vous avez commencé à produire le White Zinfandel, le public américain adorait les produits sucrés. Ce n'est pas pour rien qu'on a inventé le Coca-Cola. La famille Trinchero est arrivée à ce moment précis avec le produit que les consommateurs américains attendaient. Je crois qu'aux États-Unis, il n'y a pas une seule famille qui ne connaisse pas le vin rosé très sucré et bas de gamme de Roger. Sa réputation auprès des critiques était si mauvaise que les ventes ont chuté. Il en reste tout de même 20 millions de bouteilles chaque année. Et depuis, Roger a su s'adapter à l'évolution de nos palais.
Contrairement au White Zinfandel, qui était une trouvaille fortuite, tous ces vins ont été planifiés. On fait beaucoup de recherches pour connaître les tendances du marché. On sait que certains préfèrent le rosé français, alors on fait du rosé français. D'autres aiment le rosé de la côte centrale de Californie, et on en fait aussi. D'autres encore veulent du rosé d'Amérique du Sud. Jeff nous confirme que dans la Napa Valley, de plus en plus de grands empires se passionnent pour le rosé. Même Madame Geneviève, l'œnologue en chef du groupe Mondavi, s'est mise à dédier quelques pourcentages de ses célèbres barriques de rouge pour un rosé de saignée. Il fallait bien que les 150 000 touristes chaque année puissent repartir avec un petit peu de rosé pour l'été. Le rosé, c'est quelque chose de spécial que nous voulons donner personnellement à nos consommateurs qui viennent nous voir à la cave. Donc ils savent que quand ils viennent ici, ils auront quelque chose de spécial. Le rosé. Donc c'est une cuvée rosée dédiée aux consommateurs d'ici, mais c'est pas quelque chose que vous allez commercialiser ou qui va en fait vous faire remporter encore plus de succès. Non, pas du tout. C'est pour le consommateur qui appartient à notre club et notre client de club et les clients qui viennent ici pour passer du bon temps et se rafraîchir et se reposer. Voilà, les vacances. J'ai l'impression qu'entre vin facile et vin sérieux, la distinction française ne tient plus du tout ici. Le rosé, c'est relax. Tout à fait. En Californie, nous sommes le modèle de la décontraction. Et nos sommeliers aussi. Et si je leur disais que chez nous, plusieurs grandes tables ne présentent aucun rosé sur leur carte? Pour moi, ça n'a pas de sens. Il manque à l'appel. La cuisine évolue en permanence, tout comme les vins. Le rosé est tellement passe-partout. Nous avons un autre restaurant qui est étoilé et nous y proposons du rosé aussi. Shelley a été élue meilleure sommelière des États-Unis l'année dernière. Alors je ne résiste pas. Est-ce que le hamburger pourrait aussi bien se marier avec le rosé? Oui, je le pense. C'est rafraîchissant. Surtout pour ceux qui aiment leur burger très juteux et bien garni. Moi, je préfère la salade. Et j'aime mon hamburger servi avec des légumes. Et c'est encore meilleur avec du rosé. Ça allège le tout. En finir avec la sacro-sainte culture du vin sérieux, c'était donc peut-être cela qui avait permis à Sacha Lichine, notre compatriote, d'inonder votre marché. En fait, Sacha Lichine avait aussi utilisé d'autres atouts. Lauren Bonner, 23 ans, mannequin, apprentie actrice, venue tenter sa chance à LA. How are you guys doing? Tell me a little bit about your brand. I love your shirt. It's really cool. And I saw pink and immediately I was like, I gotta go see that. This is so great. You know, he's really just about outgoing and having a fun environment and education. Yeah, we're gonna go to this bar in just a little bit and you should come have some rosé. Come have some rosé in the back bar if you have a chance back here. Definitely. Yeah. So it's from Provence, the south of France, right near Saint-Tropez. It's the leading premium rosé in America, right? And today is National Rosé Day, so I think we should all celebrate. So rosé all day. Évidemment, le National Rosé Day n'est pas un jour férié chez nous. Rosé is a new champagne. Oh, and today is International Rosé Day, so we have to celebrate rosé all day. Mais bien une pure invention marketing de l'importateur de Sacha Lichine. It's not champagne. Yes, As much as I love champagne, it's not. Rosé. She did have to give me the difference. She educated me for sure. With the rosé, so on 3, 1, 2, 3. Nice. Now, This is how us millennials communicate. It's all we do is our phone, our Snapchat. Si je comprends bien, aguicher les millennials, user et abuser des réseaux sociaux, toucher un plus large public jusqu'aux célébrités. C'est effectivement une stratégie qui semble très payante chez nous. Mais Ken, les grands critiques du vin, eux, ne se laissent pas influencer par quelques hashtags rosés. Au sein du Wine Spectator, l'une des revues capables de faire et défaire les réputations d'un vin dans le monde entier, Kim Marcus est le responsable de la grande révolution à vos yeux. J'ai noté le rosé du Château Miraval en 2013. Je lui ai attribué 90 points, un très bon score pour la Provence. Il y avait 180 000 bouteilles importées aux États-Unis, ce qui est pas mal. Il avait aussi ce côté people, avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Il est vraiment sorti du lot.
On l'a placé au 84e rang de notre liste des 100 meilleurs vins de l'année. C'était le premier rosé de table à y entrer. On avait eu des champagnes rosés très bien notés, mais parmi les vins de table, le Miraval a été le premier rosé à figurer dans notre classement. Mais c'est donc la célébrité qui a attiré l'attention des médias. Oui, surtout pour le Miraval. Mais aussi parce que c'était un rosé. Il combinait deux facteurs, la qualité croissante du rosé et la popularité fulgurante du rosé aux États-Unis. Maintenant, le rosé est partout. Même pour juste prendre un verre, les gens vont de plus en plus vers le rosé et le préfèrent au vin blanc. La combinaison de la qualité du vin et de la célébrité a été la formule magique qui a fait boom. Depuis, Kim et sa rédaction accordent de très bonnes notes à d'autres rosés, de Californie, d'Italie et de France. Comme s'ils accompagnaient le mouvement populaire autour du rosé. À moins que ce ne soient les bonnes stratégies marketing de certains. En tout cas, cette année, la cuvée de prestige de Sacha Lichine a reçu la note de 91 sur 100. Et à 90 sur 100, on retrouve sa cuvée un peu plus bas de gamme, aux 25 millions de bouteilles. Je comprends mieux pourquoi en France, des domaines comme ceux d'Alban cherchent par tous les moyens à exporter vers le marché américain. Mais on l'oublie trop souvent peut-être. Le rosé n'est pas qu'un produit du marché. Et la nature a ses caprices que la raison du marché ne connaît pas. Qui est déjà gonflé, le petit là. Hop, c'est gelé jusqu'au bout. Voilà, hop. Encore plein de sève, tout ça, ça avait gelé. Ça a détruit tous les tissus. C'est vraiment la cata là. Voilà. Il y a presque 10 hectares d'un seul tenant ici qui sont détruits à 100%. Bah là c'est 100%, et il n'y en a pas une. En une seule nuit de printemps, le gel a compromis presque 80% de la récolte. C'est un phénomène connu des vignerons qui se reproduit tous les 15 ans environ. Donc, le rosé d'Alban pourrait être plus cher cette année. Comme s'il y avait un effet millésime en fonction des bonnes ou des mauvaises années. Pour le rosé, c'est absolument pas le cas. C'est complètement fou, mais les consommateurs n'acceptent pas, mais c'est très clair, d'avoir de différence d'un millésime à l'autre. Il y a moins ce lien avec le terroir et la vigne, je pense, dans l'imaginaire des consommateurs de rosé. Parce que justement, on en parlait, un vin festif, un vin qu'on prend moins au sérieux. Mais il vient bien de là, c'est un vin. Mais alors, comment faire pour ne pas décevoir ses clients si la quantité vient à manquer? Le domaine de Peyrassol nous a livré l'un de ses secrets, les cuvées de négoce. C'est-à-dire des cuvées assemblées en partie avec des raisins ou des jus vinifiés dans d'autres propriétés. Ça fait 280 hectos. Suffisant pour abreuver aussi bien les nouveaux consommateurs que les gastronomes du rosé? 37 000 bouteilles. Alors on a des cuvées qui s'appellent #Loup par exemple, ou Réserve des Templiers. Ça n'a rien à voir avec Commanderie de Peyrassol ou Château Peyrassol, mais c'est nous qui les élaborons. Et ça va donc de la grande distribution? Beaucoup, oui. Majoritairement grande distribution. Ah oui. C'est du coup beaucoup moins cher, c'est ça? C'est souvent beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Tout le monde veut du rosé. Et il faut des rosés pas trop chers pour les plages et la grande distribution. Donc voilà, c'est comme ça. C'est cette progression qui fonctionne. En Provence, il n'y a pas que Peyrassol, bien sûr, à faire des cuvées de négoce. Il y a toutes les coopératives, mais aussi de grands noms comme Miraval. Le domaine de Brad Pitt et Angelina Jolie. Ou Château d'Esclans. Le domaine de Sacha Lichine. Luc, notre récoltant indépendant, lui, a su trouver sa place dans un supermarché de sa région, à côté des grands domaines ou des grands négociants. Le week-end de Pâques a été un succès. On lui demande même de réapprovisionner les rayons. Ah, moi, je ne sais pas faire d'animation. Non. Non, mais c'est le viticulteur qui veut le voir. C'est pas quelqu'un qui veut. Je sais pas faire. Moi, je sais faire du vin, mais je sais pas le vendre. Donc, je peux pas être bon parler. Il suffit de faire déguster et puis après, ils achètent. Est-ce qu'un vin de récoltant comme celui de Luc est de meilleure qualité qu'un vin de négociant? Selon le responsable des achats, ce n'est pas forcément une question de qualité, plutôt de philosophie. Au niveau de l'éthique personnelle, je pense que c'est quand même très important d'avoir une agriculture, entre guillemets, une viticulture qui se maintient
donc au niveau local. Et puis en même temps, j'allais dire, le récoltant va donner toute son âme souvent dans le vin, il va donner tout ce qu'il peut. Donc ceux qui sont sensibles à la philosophie ou l'éthique personnelle feront attention à la différence entre le R de récoltant et le N de négociant. Et ceux qui le sont moins seront peut-être sensibles à d'autres critères, comme la médaille, la couleur, la bouteille. Ou sur un packaging plus attrayant, vous avez cela, par exemple. La bouteille carrée. La bouteille carrée comme ça. Parce que ça fait un peu style parfum. Est-ce que ça c'est aussi pour du rouge ou c'est encore plus fort pour le rosé? C'est plus fort pour le rosé. Ah oui. Plus fort, beaucoup plus fort. Oui. Pourquoi? Puisque, alors, à mon sens, le rouge, il y a un nom déjà. On va vers du rouge avec un nom. Bordeaux, enfin tout ça. Que le rosé, on ne vient pas avec un nom, on vient avec la couleur, l'idée en tête, la beauté de la bouteille. Voilà, c'est tout un ensemble. Voilà. À ce petit jeu de la réputation et des grands prix, le vin rosé n'avait donc pas fini de nous surprendre. À moins que ce ne soit le monde du vin en général. Cette année, ce sont nos cousins les Anglais qui ont élu à l'aveugle un rosé de Provence à moins de 7 € parmi les meilleurs vins du monde. Décidément, dans ce nouvel univers du rosé, tout le monde pourrait tenter sa chance. À chaque vendange, on reposerait ainsi l'éternelle question, ce nouveau millésime de rosé, Quel serait son goût? Quelle serait sa couleur? quel serait son prix? Quelle serait sa réputation? Et franchement, le but, c'est pas la couleur, c'est que ce soit bon. Un peu d'acidité. Ça sera un beau début. Et on voit hein, que ça va être très pâle. Couleur, Ça sera une belle couleur. Ça sera une belle couleur.